Les États-Unis, c'est un pays de paradoxe, n'est-ce pas? D'un côté, il crée le tout premier parc national au monde. De l'autre, il se retire d'accords climatiques absolument cruciaux. Alors comment est-ce qu'une seule et même nation peut être à la fois pionnière dans la protection de la nature et l'un des plus grands exploitants de ressources? Eh bien, cette contradiction, elle est vraiment au cœur de l'identité américaine et de toute sa politique environnementale. Allez, on plonge ensemble pour décrypter cette fascinante double personnalité. Pour commencer, et pour que ce soit bien concret, on va partir d'une histoire. En 2018, une bataille juridique assez féroce a éclaté. Et au centre de tout ça, on trouve un animal ultra emblématique, le grizzly. La question en apparence, c'était simple. Chasser ou protéger? Après 40 ans de protection, l'administration Trump venait de donner son feu vert pour autoriser à nouveau la chasse au grizzly, juste autour du parc de Yellowstone. La justice s'est donc retrouvée avec cette question sur les bras. Est-ce que cet animal est une ressource qu'on peut exploiter, ou bien est-ce que c'est une icône de la vie sauvage qu'il faut préserver à tout prix? D'un côté du ring, on avait les défenseurs de l'environnement. Pour eux, le grizzly, c'est un symbole de cette nature sauvage qu'il faut absolument sauver. Et de l'autre côté, des lobbies très puissants, ceux de la chasse, de l'élevage, qui, eux, le voient plutôt comme une menace pour leur business, une ressource qu'il faut gérer et donc pouvoir chasser. On a là deux visions du monde qui semblent totalement, mais alors totalement irréconciliables. En réalité, cette affaire de grizzly, elle révèle des tensions bien plus profondes. C'est un conflit d'usage. À qui appartient la nature? Qui a le droit de s'en servir? Et comment? Mais c'est aussi un conflit de pouvoir. Qui décide au final? Est-ce que c'est l'État fédéral qui avait mis en place la protection, ou bien les États locaux qui veulent gérer ça à leur sauce, ou encore les juges qui peuvent tout annuler? Et tout ça, ça met en lumière cette fascination très américaine pour ce qu'ils appellent la wildlife, la vie sauvage. Pour bien comprendre ce conflit, il faut remonter le temps, loin en arrière, parce que cette tension, elle n'est pas née hier, elle est inscrite dans l'ADN même des États-Unis depuis l'arrivée des tout premiers colons. Le mot-clé ici, c'est wilderness. Il faut s'imaginer les premiers Européens qui débarquent en Amérique. Face à eux, une nature immense, des forêts à perte de vue, des marais, tout ça était perçu comme un obstacle, quelque chose d'hostile, une menace, qu'il fallait absolument maîtriser pour pouvoir survivre. Et cette expérience originelle, eh bien, elle a marqué pour de bon le rapport des Américains à leur environnement. Et dès le début, paf, deux visions contradictoires s'affrontent. La première, c'est la nature vue comme un adversaire à dompter. Il fallait déforester, assécher les marais, bref, conquérir cette wilderness. Mais en même temps, il y avait une autre vision, très inspirée par la religion, qui voyait ce continent comme un nouveau jardin d'Éden, un paradis terrestre, offert par Dieu, rempli de ressources infinies pour bâtir une société nouvelle. Donc, d'un côté la domination, de l'autre l'exploitation. Mais au XIXe siècle, une troisième voie va commencer à se dessiner, portée par des penseurs comme Henri David Thoreau. Pour lui et d'autres, la wilderness, ce n'est plus du tout une menace. Au contraire, ça devient une source d'inspiration, spirituelle, esthétique, une œuvre divine à admirer et à protéger. Et cette idée, elle va profondément marquer une partie de la société américaine et jeter les bases de tout le mouvement écologiste moderne. Alors, ces deux visions, celle du pionnier qui conquiert et celle du protecteur qui préserve, on pourrait penser que l'une a remplacé l'autre. Mais pas du tout. Elles vont avancer en parallèle, créant une histoire environnementale américaine pleine de contradictions. Et cette chronologie, elle est juste parfaite pour illustrer ça. Prenez l'année 1872. On est en plein dans la conquête de l'Ouest, une période d'exploitation hyper intense des ressources. Et pourtant, c'est exactement la même année que les États-Unis créent Yellowstone, le tout premier parc national de l'histoire. Une idée complètement révolutionnaire pour l'époque. On retrouve le même schéma au XXe siècle, une industrialisation massive qui bouleverse les paysages, suivie, après plusieurs catastrophes écologiques, par la création en 1970 de l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA. C'est ce double mouvement permanent qui définit l'histoire américaine, exploitée d'un côté et protégée de l'autre, souvent en même temps. Et aujourd'hui alors? Eh bien, ce conflit historique se joue sur un champ de bataille devenu très complexe, avec plein d'acteurs différents qui ont des intérêts divergents. Sur ce champ de bataille, le gouvernement fédéral lui-même souffle le chaud et le froid. Il est souvent incohérent, passant d'un extrême à l'autre selon qui est au pouvoir. Mais le point le plus important, c'est que le système américain permet à d'autres acteurs d'avoir un rôle énorme. D'abord, il y a les États. Certains, comme la Californie, ont des politiques climatiques bien plus ambitieuses que Washington. Ensuite, les ONG environnementales, qui sont devenues un lobby vert extrêmement puissant. Il faut aussi compter avec les entreprises dont le rôle est souvent ambigu entre vrais investissements verts et greenwashing. Et bien sûr, il y a les citoyens incarnés par des figures comme Erin Brockovich qui se battent pour la justice environnementale. Et toute cette multitude d'acteurs, ça crée une dynamique qui est absolument fascinante.
En gros, quand le gouvernement fédéral fait un pas en arrière sur les questions d'environnement, un puissant contre-mouvement se met en place à l'intérieur même du pays pour compenser. L'exemple le plus frappant, c'est la United States Climate Alliance. Quand l'administration Trump a annoncé en 2017 vouloir se retirer de l'accord de Paris sur le climat, immédiatement, 24 États se sont regroupés. Leur but, respecter quand même les engagements américains, avec ou sans Washington. Et 24 États, ça représente une part énorme de l'économie et de la population du pays. Évidemment, toute cette division interne n'a pas que des conséquences nationales. Elle a un impact majeur sur la scène internationale, où le reste du monde observe tout ça, souvent avec une certaine perplexité. C'est ça, le grand paradoxe américain. Ce pays a été un précurseur. Il a inventé les parcs nationaux, les premières grandes lois environnementales, mais sur la scène mondiale, il a souvent été vu comme un frein. C'est un peu comme si cette mentalité de pionnier, cette idée de domination des ressources, revenait en force sous la forme d'une réticence à s'engager dans des accords climatiques mondiaux. Et ce graphique, il est très clair. Le protocole de Kyoto, signé mais jamais ratifié par le Congrès. L'accord de Paris, on y entre, on en sort, puis on y revient. C'est cette imprévisibilité qui est déroutante pour les partenaires internationaux. L'engagement pris par le président Biden de réduire les émissions de 50% d'ici 2030, c'est très ambitieux. Mais l'histoire nous a montré qu'aux États-Unis, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Alors, au final, pionnier ou saboteur, conquérant ou protecteur, la vérité c'est que l'Amérique est les deux à la fois. Sa politique environnementale, c'est juste le reflet de cette tension fondamentale qui l'habite depuis ses origines. La grande question qui reste, c'est donc quelle facette de cette double personnalité va prendre le dessus dans les décennies critiques qui arrivent. Le monde entier attend la réponse.